Lacan, nous et le réel, 59e séance, vers la métaphore paternelle. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, je vais commencer par une petite considération proustienne de la recherche du temps perdu. Proust dit, c'est le désir qui engendre la croyance. Et si nous ne nous en rendons pas compte d'habitude, c'est que la plupart des désirs, créateurs de croyances, ne finissent qu'avec nous-mêmes. Non, dans la recherche du temps perdu. Première idée, donc, la croyance émane du désir. Très bonne intuition proustienne. Deuxième considération proustienne qui concerne vraiment l'époque dans laquelle on vit pour bien comprendre que ce n'est pas de l'argumentation rationnelle qui peut faire changer quoi que ce soit au délire de cette époque. Donc toujours dans la recherche du temps perdu, les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas, ils peuvent leur infliger le plus constant démenti sans les affaiblir. Et une avalanche de malheurs ou de maladies se succédant sans interruption dans une famille ne la fera pas douter de la bonté de son Dieu ou du talent de son médecin. Donc, à partir de ces deux considérations-là, bien sûr, nous retrouvons la dimension purement psychanalytique, puisque vous avez compris qu'il s'agit du monde du fantasme, le fantasme n'étant pas à prendre dans son sens laxiste, c'est-à-dire du discours courant, mais dans ce qui vient en tant que pensée, compenser pour l'enfant le retrait qu'il est obligé de faire par rapport au réel qui le menace. Donc, on se précipite dans le fantasme pour échapper au réel. Et je vais essayer de vous articuler donc cette notion de croyance avec les considérations du dernier séminaire, puisque j'ai eu des retours qui ont été assez, disons, nombreux sur le dernier séminaire, sur cette petite phénoménologie que je mets en place du rapport entre la mère et l'enfant et cet échange de regards là. Donc, dans le dernier séminaire qui s'appelle Lacan, nous et le réel, j'essaye de revenir sur ce qui est le nerf même de la psychanalyse pour Lacan, c'est-à-dire le trait d'esprit. Le trait d'esprit, c'est ce qu'il trouve donc dans Freud, bien sûr. Le mot d'esprit, c'est relation à l'inconscient. Je vous rappelle que la psychanalyse, c'est une clinique du discours et c'est un discours au sens lacanien, dans l'acception purement lacanienne du terme de discours, c'est-à-dire une structure quadripartite qui détermine chez le sujet les possibilités de son désir et le piège de sa jouissance. Donc, ce n'est pas le discours au sens laxiste du terme non plus. Donc, la psychanalyse, c'est une affaire de discours. Et on va le voir là, on va essayer de l'approcher par cette petite phénoménologie où, dans le séminaire précédent, donc 58, je rappelle que dans cet échange de regards entre la mère et l'enfant, il y a quelque chose qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il s'agit d'être dans que Freud appelle Erwarten, c'est-à-dire un temps d'arrêt pour essayer de saisir ce qui se passe réellement. Erwarten, c'est pas seulement attendre, c'est suspendre le temps et suspendre le jugement. Parce que on ne peut rentrer dans l'interprétation analytique que lorsqu'on suspend sa volonté effrénée de comprendre. Ne pas vouloir comprendre, c'est laisser ouverte la porte de l'interprétation analytique.
Sinon, on ne fait que comprendre et on devient aussi con que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde comprend tout et c'est la catastrophe partout puisque chacun ne fait qu'y coller ses propres tropismes et il n'y a rien qui se passe. Donc l'interprétation analytique, c'est autre chose parce que justement, c'est un lien social à deux. Et donc de ce lien social à deux va naître les possibilités pour le sujet de se réapproprier la trajectoire de son existence qui véritablement est une trajectoire symbolique. Hein. Et la naissance du symbolique, paradoxalement, elle va émerger de cet échange de regards entre la mère et l'enfant. Donc il y a cet échange de regards et bien sûr, ce qui se passe dans cet échange de regards, c'est que l'enfant voit que la mère le voit, mais son regard vise quelque chose qui va au-delà de lui. Ce n'est pas lui. Et il va essayer de se placer de telle manière qu'il essaie de coïncider, faire coïncider son propre être avec ce qu'il voit dans le regard de la mère. Mais la mère, elle, vise autre chose. Et lui-même, quand il regarde la mère ne peut que voir aussi que l'enfant cherche quelque chose à travers ce regard, qui n'est pas elle non plus. Il y a quelque chose entre. Donc il y a un au-delà du regard et un en deçà du regard. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous pouvez voir beaucoup de choses, mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est votre propre regard, parce qu'il y a un point aveugle. Ce point aveugle, il est dédoublé, donc, dans le rapport de la mère et l'enfant. En fait, en se mettant dans cette position de Der Warten, on se rend compte que l'enfant demande quelque chose à la mère. Et même si sa demande n'est qu'un vagissement, le fait qu'il soit déjà équipé d'un bloc audio-vocal, c'est-à-dire qu'il appartient au royaume des parlants, eh bien, il y a déjà du symbolique. Ce que découvre Lacan, donc, relisant bien sûr Mélanie Klein, c'est que quand on parle disons, de l'Oedipe avec le père, on le fait intervenir plus tard, le père. Hein. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on a déjà parlé, j'ai fait des séminaires là-dessus, c'est-à-dire dans cet échange de regard entre la mère et l'enfant, ce qu'il y a entre la mère et l'enfant, parce qu'il n'y a jamais deux. Hein, dans le dernier séminaire, je rappelle cette vérité mathématique que le 2 est impossible à déduire du 1. Donc, pour qu'il y ait 2, il aura fallu au futur intérieur qu'il y ait 3. Il y a toujours d'abord 3. Mais le troisième terme est invisible. Il est entre ces deux regards. Et c'est là, bien sûr, que se place le phallus. Hein. Phallus, évidemment, n'est pas à confondre avec le pénis. Hein. La bêtise psychanalytique, enfin pseudo-psychanalytique qui ramène tout le temps le phallus au pénis n'a strictement rien compris à la psychanalyse. Mais pour dire que le phallus n'est pas le pénis en tant qu'organe, le phallus, c'est le signifiant du manque, en tant qu'il est simultanément signifiant de la jouissance et de la castration. Alors comment Lacan il illustre? Il est féru de mathématiques, donc il fait appel aux contes orientaux, et en voici un qui va servir notre propos. Le vieil Ali est sur le point de mourir. Il livre son testament. Sa fortune, qui est de 17 chameaux, il la lègue à ses 3 fils dans les proportions suivantes. La moitié à l'aîné, le tiers au cadet, le 9e au benjamin. Incapables d'appliquer le partage, les frères font appel à un tiers, qui, dans sa sagesse, leur offre un chameau supplémentaire. L'aîné se voit ainsi attribuer 9 chameaux, le cadet 6 et le puîné 2, ce qui fait un total de 17. Le 18e chameau est donc rendu aux sages, conformément à la pratique du contre-don. Voilà comment fonctionne le signifiant phallique échappant à la signification. Alors, ça, c'est Lacan qui parle. Fantasme inconscient des impossibilités du désir mâle. Donc, c'est que lui-même, il en a été privé. Hein. Il ne l'avait pas. C'est pas privé le mot, mais il ne l'avait pas avant, puisque il lui est acquis que maintenant, s'il s'est mis dans une certaine position par rapport au père, il a le droit d'en jouir. Donc,
trésor où s'épuise l'impuissance infinie de la femme, ce membre à jamais perdu de tous ceux, Osiris, Adonis, Orphée, dont la tendresse ambiguë de la déesse mère doit rassembler le corps morcelé. C'est dans les écrits. Et là, quand on pense corps morcelé, il ne faut pas aller dans l'imaginaire et voir un corps morcelé. Il s'agit vraiment de la diffraction infinie du moi. C'est la psychose. Hein, c'est la psychose en tant que c'est impossible de faire une unité avec tout ça. Le phallus, c'est le signifiant du manque et donc, en tant que tel, il signale que la castration a toujours déjà eu lieu. Donc c'est pareil, avoir peur de la castration, c'est ne pas avoir compris la psychanalyse, puisque la psychanalyse montre que la castration a toujours déjà eu lieu. C'est pour ça que la psychanalyse ne peut pas être réduite aux gender studies. Pour les gender studies, qui sont une proposition philosophique, mais enfin le terme étant très affaibli, puisque passant par une mécompréhension radicale du travail de ce que les anglo-américains là appellent la French Theory, c'est-à-dire ils mettent dans le même sac Derrida, Deleuze, Lacan, etc. Déjà, ces gens-là ne sont pas comparables. Et pour la psychanalyse, le sujet n'est pas déjà là avec donc une sexualité, une sexuation qui sera empirique. Hein. C'est-à-dire c'est la sexuation qui crée le sujet. C'est-à-dire c'est le fait même qu'il y aura toujours déjà eu du langage qui fait qu'il y a un sujet. C'est-à-dire hors du signifiant, il n'y a pas de sujet. Donc, dans cet échange de regards entre la mère et l'enfant lui demande quelque chose à la mère qui, a priori, est un besoin. C'est-à-dire il a besoin de manger, il a besoin de boire du lait, on lui donne le sein, il va téter le sein. Mais en étant dans cette position d'Erwarten, c'est-à-dire en ne concluant pas trop vite, en n'essayant pas de comprendre trop vite, eh bien, Freud se rend compte, et bien sûr Lacan va le développer par la suite, que le fait déjà d'être un être parlant, bien qu'il ne fasse que vagir pour l'instant, fait que son besoin est toujours médié par une demande. Et ce qu'il dit, sans le dire avec des mots, mais il dit à sa mère, ce que je te demande de ne pas me le donner parce que ce n'est pas ça. Donc, sa demande va occasionner un refus. Parce qu'il ne peut pas être comblé juste avec du lait. Hein. Ce qu'il demande, c'est la parole. C'est qu'elle lui parle. Je ne sais pas si vous savez, mais là, les merveilleux médecins postmodernes d'aujourd'hui, qui sont vraiment des demeurés profonds, ont décidé que maintenant, peut-être, ils allaient se servir du corps des femmes mortes pour servir de mères porteuses à des enfants. C'est-à-dire là, pour récupérer de la parole, ça va quand même être un peu délicat. Hein. Donc, vous voyez que nous sommes, avec la psychanalyse, mais aux antipodes radicales de la connerie postmoderne. Alors, je peux le dire parce que c'est un terme de Lacan. Hein. Lacan dit « notre essence est la connerie ». Donc, on ne peut pas s'extraire du lot comme ça. Hein. Il s'agit de déployer les possibilités, justement, qui nous sont offertes par l'analyse et donc par cette clinique du discours, d'y voir un peu plus clair et de comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu dans cette relation entre la mère et l'enfant, c'est essentiellement que ce phallus-là, il est imaginaire, bien sûr, puisqu'il n'est pas là. Mais il y a quelque chose, puisqu'il y a du langage, et qu'il demande qu'on lui parle, que sa mère lui parle, qu'elle lui dise quelque chose, et que lui puisse, à ce moment-là, s'immerger dans le langage, devenir un parlant qu'il n'est encore que potentiellement. Il est un parler, mais il est déjà un par-l'être, il a un inconscient. Et donc, il est équipé pour le langage. Et si sa mère, là, lui parle, en même temps qu'elle lui donne à téter, on rentre donc dans cette division, a priori, du sujet entre la demande, bien sûr,
et le besoin. C'est-à-dire le désir, lui, passe par la demande. Cette demande-là, du fait qu'elle est articulée, aura pour signification chez Lacan de dire que le père est toujours déjà là, même s'il n'est pas là. Donc la venue du père, du papa, de l'homme empirique qui a reconnu l'enfant est quelque chose qui vient dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, il aura toujours déjà été là parce que tout simplement, le père, c'est déjà cet au-delà du signifiant maternel auquel l'enfant est directement confronté, puisque, voyant que sa mère vise quelque chose, mais que ce n'est pas lui, elle vise quelque chose à travers lui, donc il y a un au-delà de lui. Lui, il essaye de se placer en deçà de ce regard qui vise au-delà pour être le phallus de la mère, mais ça, on verra que c'est une des phases de l'Oedipe, hein. C'est la phase 2 de l'Oedipe, c'est-à-dire c'est au moment où le père est considéré comme le père privateur du phallus de la mère, que l'enfant reste coincé dans cette phase-là de s'identifier à être le phallus de la mère. Mais si la mère joue correctement son rôle, parce qu'il y a plusieurs manières donc de gérer cet Oedipe-là, et puis ce qu'on appelle, disons, couramment la carence paternelle, Lacan montre que c'est pas du tout ce qu'on s'imagine. C'est la fonction n'est pas faire, comme c'est beaucoup la théologie. Il aurait mieux sans que le pouvoir exiger la fonction est la fameuse carence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on parle il y a une crise à faire. C'est pas il est à terme, il nous est plus. C'est la seule fonction de l'état physique qui fait la marquer, c'est pas un délit, c'est tout. Rien de plus. Il peut imaginer n'importe quelle fleur. Le père, le père n'est pas plus dernier, alors, on trouve à l'idée, on peut penser, le père charnel, toujours là, la famille, chacun le père du petit Hans, qui est on ne peut plus intelligent, présent, éclairé, aimant, est un père carent. Tout simplement parce que la mère ne le reconnaît pas en tant que sa parole est incarnée et est à prendre au sérieux. Donc, Lacan dit, quand il parle, c'est comme s'il flûtait. C'est comme s'il flûtait, ça veut dire c'est du pipeau. Donc, ce n'est pas à prendre en compte. Et c'est le petit Hans de récupérer son propre Oedipe et de dire lui-même à son père, « Papa, tu devrais être plus sévère avec moi. Ça devrait ne pas te contenter ces choses-là. » Parce qu'il y a besoin de la figure paternelle en tant qu'elle vient permettre de terminer l'Oedipe qui commence bien avant, qui commence avec cette mise en scène déjà primordiale, prioritaire, de cet échange de regards dans lequel le phallus est la préfiguration du paternel. Je ne dis pas le père, je dis le paternel, parce que justement, ce phallus, qu'est-ce que c'est en tant qu'imaginaire? Eh bien, c'est quelque chose qui fait être, mais qui n'est pas. La parole n'est pas, elle n'est nulle part. Mais, comme dit un petit garçon qui n'arrive pas à s'endormir la nuit et auquel Freud recommande de lui parler, « Ah, mais quand tu parles, il fait jour. » C'est-à-dire, la parole fait être. D'ailleurs, Lacan dira, parce qu'évidemment, il est impossible d'accéder à cette fonction paternelle qui est un symbole. Le symbole, c'est ce qui est tout en n'étant pas. Donc, ce phallus est là comme masque quelque chose qui vient entre, tout en étant invisible, du vide. C'est-à-dire qu'il est là pour permettre à l'angoisse
de trouver une solution. Il y a 3 registres dans l'Oedipe. Il y a symbolique, imaginaire et réel. Ce sont 3 étapes de l'Oedipe. La première étape, c'est le nom du père. Le nom du père, c'est le signifiant en tant que tel. C'est-à-dire que dans le mythe freudien, la loi peut s'instaurer parce que le père est mort. C'est à partir du moment où le père est mort qu'il devient père et qu'il y a une loi qui s'instaure. Oui. Donc, le nom du père, c'est la dimension symbolique. C'est ce que j'ai essayé maladroitement de vous faire sentir, c'est-à-dire que ce qui se passe entre la mère et l'enfant, là, ce signifiant phallus qui est là au milieu, c'est déjà un symbole. C'est déjà un symbole dans la mesure où il fait être quelque chose qu'il n'est pas. Hein? C'est quelque chose qui est là, au milieu, mais en même temps, il n'est pas là. Hein? C'est cette dimension autre qui est toujours déjà présente. On peut dire que le phallus, chez l'enfant, c'est une croyance qui protège du manque. Hein? Il y a ce phallus qui est là. Voilà. Et donc, le nom du père est déjà là, d'une certaine manière. Mais c'est pas encore un nom du père, N-O-N. C'est le nom du père. C'est ce qui va donner le père nommant. Hein. Le nom du père, c'est la deuxième étape de l'Oedipe, c'est l'étape imaginaire de l'Oedipe, où l'enfant va s'imaginer que si la mère n'a pas un pénis, c'est là où il y a une confusion entre le phallus et le pénis, c'est que c'est le père qui l'en a privé. Et à partir de là, c'est une phase où la plupart des humains restent coincés dans cette phase-là, plus ou moins. Alors il y a plusieurs, ça correspond à plusieurs types de structures selon le jeu des signifiants qu'il y a. Mais pour le garçon et pour la fille, donc ça va se résoudre à la troisième étape du père, qui est cette fois l'étape réelle, c'est en quoi le père, mais cette fois celui qui représente la fonction paternelle, hein, c'est-à-dire celui qui est là, c'est pas forcément le géniteur des enfants, mais celui qui occupe cette fonction paternelle, l'intimité qu'il a avec la notion de loi. C'est-à-dire, est-ce que par exemple sa parole est fiable? Est-ce qu'il fait ce qu'il dit? Il impose la loi aux autres, mais est-ce qu'il se l'impose à lui-même, cette loi? Et donc, est-ce qu'il est intime avec le texte de la loi? Et c'est là où il va y avoir un renversement, donc le choix du père, en quelque sorte, où il n'y a plus une identification au phallus qui se bloque dans la deuxième. La deuxième, ça donne en gros les perversions. La perversion en général, contrairement à ce qu'on croit et toute la doxa avec les pervers narcissiques, etc., tout ça, c'est de la connerie psychologisante, ça n'existe pas. Donc, parce que c'est toujours un problème narcissique. Donc, c'est un problème narcissique parce que c'est un problème d'identification. Et l'enfant va s'imaginer, donc, il va essayer de maintenir une intersubjectivité entre la mère et lui, alors que ça fonctionne déjà dans la logique entre sujet et objet. Si je suis sujet, c'est que l'autre est objet. Si je suis objet, c'est que l'autre est sujet. Donc, tant qu'il y a cette volonté de maintenir une intersubjectivité, on est dans une perversion. Parce que l'enfant, lui, il est resté dans cet idéal de correspondre au phallus de la mère. Donc, il y a le fétichisme et le transvétisme. Des deux manières, il va attribuer, il va s'identifier au phallus de deux manières différentes. Et là, il y a une confusion parce qu'il y a quelque chose qu'il a remarqué dans la différence sexuelle au préalable, mais qui ne lui a pas été dite. Hein. Ça l'angoisse terriblement, parce qu'avec le complexe de type fonctionne toujours ce complexe de castration. Et à cette phase-là, cette phase intermédiaire, c'est la phase où il y a une assumation, d'une certaine manière, pour le petit garçon, mais même pour la petite fille, que c'est le père en tant que puissance, donc celui à qui revient le phallus, qui en a privé la mère. Voilà. Et
pour les petits, c'est aussi dur pour les petits garçons que les petites filles de s'imaginer que la mère en est réellement privée. Ce qui est un pléonasme, puisque la privation, elle est réelle dans le système lacanien. Dès qu'on dit privation, on n'est plus dans frustration ou dans castration. Je vous rappelle que la castration, c'est symbolique, la frustration, c'est imaginaire, et la privation, c'est réel. Donc cette privation réelle va être résolue dans le dernier temps de l'Oedipe, où il y a un retournement, ce qu'on appelle un Oedipe inversé, c'est-à-dire que le père est choisi. C'est-à-dire l'enfant va... alors, le garçon se trouve conforté au fait qu'il l'a, donc il en est équipé parce qu'il a le droit. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il a été conforté dans le fait que, dans l'identification au père. Tandis que la fille, elle va imaginer qu'elle peut en avoir un, même si c'est un homme qui en est porteur, mais il lui revient à elle. C'est-à-dire que son homme va en être porteur, mais c'est à elle qu'il appartient, réellement. Donc on est passé de l'être à l'avoir. Et cette deuxième, c'est dans la phase intermédiaire, donc la phase imaginaire, qui est la phase la plus délirante, où vont se révéler toutes les nuances de la structure, avec essentiellement la perversion, mais aussi la psychose, avec une forclusion possible du signifiant, et ça ne peut être résolu que dans la troisième étape. Et donc la privation, c'est que la mère ne l'a pas. Pour l'enfant, le premier autre, c'est la mère. C'est-à-dire qu'il y a un emboutissement au départ entre l'autre avec un grand A et sa propre mère. C'est petit à petit, justement, par cet échange et le langage qui va apparaître dans lequel il va être pris, qu'il y a quelque chose qui va chuter et il va pouvoir y articuler le grand A et le petit a. Mais dans un premier temps, donc même Lacan dit le surmoi maternel, le surmoi, la loi maternelle, le surmoi maternel le plus féroce qui soit. Et c'est ce dans quoi est notre société. Comme elle refuse le père, elle a chuté dans un surmoi maternel qui est une obligation de s'adapter à toutes les règles sociales, à tous les règlements du monde. Alors que justement, la loi elle-même, c'est la loi du désir. Ça n'a qu'un rapport d'horizon avec les règlements du monde, puisqu'elle vise toujours un au-delà. C'est la métaphore paternelle en tant qu'elle procède d'un affaiblissement de la signification de la mère par rapport à ce que va représenter la parole pour l'enfant. La parole, ça va être la promesse de s'emparer du phallus et de pouvoir lui-même être fort, d'avoir cette capacité de parler, cette capacité de dire, d'apprendre à dire. C'est pour ça que ce qu'il demande, c'est pas juste, comme dit le Christ, on se nourrit pas que de pain. C'est-à-dire, il demande à ce que la mère lui parle et qu'elle l'aime en lui parlant. Parce que c'est cet amour-là qui passe par la parole et exclusivement par la parole qui va permettre à la femme de se construire en tant que sujet, et en tant que sujet, ça veut dire sujet du signifiant. Il reconnaît qu'il est dépendant du signifiant. Ça, c'est la notion du monde d'aliénation. Yeah, are you emotional like your mama? Yeah. You're just... Yeah. Nous n'accédons à rien d'autre que à la parole elle-même qui va être la médiation avec les choses du monde. Quand nous avons des problèmes, ce n'est pas avec les choses que nous avons des problèmes, c'est avec la parole, c'est-à-dire avec la manière dont nous nous représentons les choses. Donc nous sommes là déjà dans le symbolique en tant qu'il est toujours déjà présent pour l'être parlant. Et donc, ce qui veut dire que le Père a toujours été là. Mais évidemment, en tant que, c'est là, il s'agit d'avoir quelques connaissances linguistiques, métaphore. Parce que métaphorein, donc en grec, porter au-delà, ça veut dire que ce que la mère vise, ce que l'enfant lui-même essaie de retrouver, qui est cet au-delà et en deçà, est toujours une métaphore linguistique, c'est-à-dire que pour l'enfant, au début, la mère est l'autre avec un grand A. Mais il y a un passage qui s'appelle l'Oedipe et qui est la métaphore paternelle. La métaphore maternelle, le signifiant maternel subit un abrasement du sens
Ça, c'est tout le travail de Lacan sur le rapport de la métaphore et la métonymie, donc le fameux graphe, là, où le rapport du sujet qui est toujours pris dans un disque courant, d'un discours qui court sans arrêt, va rencontrer la ligne de coupure que représente la chaîne des signifiants. Et donc c'est là évidemment que se crée l'aliénation, donc c'est-à-dire de toujours avoir affaire avec quelque chose d'autre, hein, parce que cette dimension, disons, de la castration qui va engendrer les deux autres registres que sont la frustration, c'est-à-dire là où l'objet est réel, mais le manque imaginaire, et la privation, là où le manque est réel et l'objet symbolique, sont liés toujours à ce que Lacan appelle ce désir d'autre chose. Donc ce désir d'autre chose, c'est qu'il y a toujours de l'autre a priori. On ne peut jamais boucher le trou, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Mais c'est l'enfant qui va se piéger dans un premier temps, parce qu'il va se trouver dans cette impossibilité, lui, qu'il va vivre dans sa chair, de soit il répond directement à ce qu'il croit être le désir de la mère et elle va se reculer, soit il ne va pas y répondre et il risque de la perdre. Donc c'est cette dimension-là qui va donner le stade qu'a exploré Sigmund Freud avec son petit-neveu, qui s'appelle le stade du Forda. Donc, être dans un mouvement sans arrêt, d'éloigner et de faire venir à soi, parce que ce n'est pas ça, ce n'est jamais ça. Ce qui va définir le désir. Hein. Le désir, c'est que ce n'est pas ça. Il y a toujours une substitution d'un objet à un autre objet, c'est infini, parce que justement, le désir, ce n'est pas ça. Parce que le désir lui-même désire désirer le désir. C'est pour ça que le désir reste foncièrement insatisfait et insatisfaisant, c'est que son destin, c'est de revenir en désir, c'est de rester un désirant. Donc, toute cette dimension-là, qui constitue dans l'instauration de cette autre, avec un grand A, cette autre dimension, mais cette autre tout court, cette altérité radicale à laquelle on ne peut pas mettre de mots, c'est pour ça que ça donnera naissance à cette notion de chose, das Ding, c'est la base même de la première confrontation de l'être parlant avec l'impossible à dire. Nous sommes appelés à dire et il y a quelque chose qui ne peut pas se dire et qu'on appelle la chose parce qu'on ne peut pas la nommer et qui nous convoque dans notre possibilité d'émerger en tant que sujet. Ça, c'est tout le travail de l'émergence du sujet, c'est l'instauration de cet autre-là avec un grand A. Eh bien, c'est là que commencent les gros problèmes en ce qui concerne la croyance. Parce que pour comprendre la croyance en psychanalyse, il faut passer par son inverse, c'est-à-dire l'incroyance. Versagen des Glaubens, dit Freud. C'est-à-dire ce premier autre, cet autre-là, en tant qu'il est la parole elle-même qui me signifie, en tant que assujet dans un premier temps et sujet dans un premier temps, assujet parce qu'au début je suis absolument passif, d'une passivité radicale, et sujet, c'est à partir du moment où je dois finir la phrase qui a été commencée avant moi. La phrase a été commencée par les parents et c'est à moi de la finir. D'ailleurs, j'ai fait une erreur en disant, pas à moi, c'est à eux de la finir. Le moi va être la phase problématique parce que beaucoup vont rester dans cette dimension du moi et qui est une impossibilité d'accès à la dimension du sujet. Parce que le moi reste dans une dimension purement spéculaire, dans la négation de l'altérité, la figure radicale de l'autre, et cet autre-là, Lacan le dit, le paranoïaque n'y croit pas. Donc ça veut dire que la psychose résulte d'un déficit de croyance. Cette croyance-là
Donc, c'est ce qui permet d'instaurer les 3 dimensions du père qu'on va voir dans l'Oedipe. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, la grande mode des pseudo-psychanalystes qui sont hyper dominants, c'est remise en cause du père, négation du père sous prétexte du patriarcat et toutes les conneries des incultes américaines là qui refont la psychanalyse, et puis négation de l'Oedipe. Et Lacan dit, je les appelle philosophes parce qu'ils ne croient pas que la parole a des effets. Car en fin de compte, nous n'avons que ça comme arme contre le symptôme. L'équivoque. Il arrive que me fait le luxe de contrôler, on appelle ça, un certain nombre de gens qui sont autorisés eux-mêmes selon ma formule à être analystes. Il y a 2 étapes. Il y a une étape où ils sont comme leur rhinocéros, ils font à peu près n'importe quoi et je les approuve toujours. Ils ont en effet toujours raison. La 2e étape consiste à jouer cet équivoque qui pourrait libérer le symptôme. Car c'est uniquement par l'équivoque de l'interprétation au père. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le signifiant qui résonne. Il faut dire que on est surpris que les philosophes anglais, ça ne leur soit nullement apparu. Je les appelle philosophes parce que ce ne sont pas des psychanalystes. Ils croient dur comme fer parce que la parole, ça n'a pas d'effet. Ils ont tort. La parole a des effets par l'intermédiaire de la lettre, c'est-à-dire la dimension réelle qui fait que dès que je dis quelque chose, je suis responsable des conséquences de ma parole. Alors que je ne les connais pas. C'est-à-dire ma parole va avoir des conséquences immenses et je n'en sais rien. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, les souffrances que tu peux voir, etc., qui font que, par exemple, j'ai été requis par Sainte-Anne parce qu'il n'arrive plus à poser un diagnostic de psychose. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un qui a 14 ans veut changer de sexe, faire sa transition, comme ils disent, un psychiatre à Sainte-Anne ne peut plus dire peut-être qu'on devrait en parler parce qu'il pressent qu'il y a une psychose derrière. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu dans la loi et que tu contreviens à l'identité fantasmatique de celui qui tu l'attaques sur son truc, etc. Ça a des conséquences immenses, ça, pour l'humanité. Voilà. Et la lettre, c'est quand tu ne peux pas être dans le discours universitaire. Ça, c'est pour moi le discours universitaire. Il n'y a rien de plus éloigné de la psychanalyse que le discours universitaire. Et évidemment, c'est celui qu'utilisent la plupart de ceux qui parlent de psychanalyse. Ce sont des gens cultivés, mais ils sont illettrés. La lettre, justement, c'est quelque chose qui est de l'ordre du réel. Le réel, c'est quand tu y mets ton propre corps, c'est-à-dire ton sujet de l'énonciation. Donc, il est bien clair qu'ils n'ont jamais fait d'analyse, sinon ils ne pourraient jamais parler comme ça. Là, aujourd'hui, j'ai vu un dessin de Charlie Hebdo. Ils mettent la Turquie avec tous les immeubles effondrés, les voitures sur le toit, etc. Et ils disent, en croyant être drôle, il n'y a même pas besoin d'envoyer les chars. Mais si tu es dans le réel, que tu es un lettré, tu ne peux pas faire ça. Ou alors, si tu le fais, tu prends ton dessin, tu te le mets autour du cou et tu vas en Turquie avec. Et tu dis, voilà, c'est ma parole. Je revendique ma parole. C'est-à-dire que là, il y a du réel. Sinon, il n'y a pas de réel. C'est du blabla. Et là, je vais vous lire ce que dit Lacan texto. C'est magnifique. Il y a toute la psychanalyse en quelques lignes. C'est dans les formations de l'inconscient. Je vous rappelle ce à quoi il faut toujours revenir. Que c'est parce que le désir passe à l'état de demande chez le sujet. Vous souvenez, le besoin qui passe par la demande. Donc, ça passe par la demande en traversant quelque chose qui est d'ores et déjà constitué. Le langage est déjà là, il est déjà articulable, il est déjà articulé. À savoir que pour ce à quoi il s'adresse, nommément son objet primordial, la mère,
ce désir, le désir, est quelque chose qui s'articule. Et en quelque manière, tout son progrès à cet enfant-là qui échange de regard avec sa mère, toute son entrée dans ce monde-ci, ce bas monde, qui n'est pas simplement un monde au sens qu'on peut y trouver à saturer ses besoins, mais un monde où règne la parole. C'est qu'il soumet le désir de chacun à la loi du désir de l'autre. Mais de ce seul fait, et en tant qu'il franchit plus ou moins heureusement cette ligne de la chaîne signifiante, en tant qu'elle est là, l'attente est déjà structurante. Que la demande du jeune sujet, de la première épreuve qu'il fait de sa relation au premier autre, la mère, en tant que, il l'a déjà symbolisé. Il est déjà dans le langage. Il est déjà dans le symbolique. Ça veut dire que le père aura toujours déjà été là, en tant qu'il est une métaphore de l'autre primordial qu'est la mère. Donc il y a des lois, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ou alors, on en paye les conséquences. La stèle d'Hammurabi, là, le code d'Hammurabi, c'est 19 siècles avant Jésus-Christ, il y a la stèle comme ça avec les règlements de loi. C'est-à-dire que sinon, nous ne serions pas gouvernés par la parole. On est des animaux. C'est-à-dire que c'est la loi du plus fort. Celui qui est plus gros, qui est plus fort, va manger celui qui est plus petit, qui est plus faible, qui est moins rapide, etc. Or, l'organisation humaine demande à ce que ça se passe autrement. C'est-à-dire on va essayer de trouver par les mots le fait de correspondre à quelque chose dans le langage. Et là, il n'y a pas de symétrie. C'est-à-dire que Électre, c'est pas Oedipe. C'est-à-dire que mais on sort du ventre d'une femme, quoi. C'est pour ça que Lacan va dire que le discours du maître, en fait, si c'est numéro 1, il faut qu'il y ait eu celui-là, il aura fallu préalablement qu'on ait été dans le discours hystérique. C'est qu'au fond, c'est les femmes qui cherchent la possibilité qu'on puisse organiser un peu la société et que les hommes puissent prendre leurs responsabilités dans cette société-là. Donc, qu'il y ait une organisation par rapport à la loi. Donc, effectivement, même si les signifiants, c'est leur rôle d'évoluer, mais on voit la manière dont ils évoluent, je dirais naturellement, c'est pas le terme, puisque c'est culturellement. Et culturellement, par exemple, le livre de Klemperer en 1947, il est absolument décisif. C'est-à-dire que l'inversion du sens des mots, comme le mot qu'il relève, fanatisme, qui jusqu'à l'arrivée du nazisme, fanatisme, c'était considéré comme quelque chose qui se situait hors de la raison. C'est-à-dire une emprise religieuse, une emprise mystique, une folie et un excès, quelque chose qui situait le sujet vraiment sous emprise et c'était considéré comme toxique. Avec le nazisme, donc le signifiant procède à une inversion de signification et donc il faut aimer l'Allemagne fanatiquement. On doit être des Allemands fanatiques, etc. Donc on voit que dans l'histoire, les inversions de signifiants qui sont le biais de l'idéologie, comme les gender studies, etc., sont quelque chose de porteur d'une très grande catastrophe sur le plan humain. Ça va se passer, ça commence à se passer. C'est-à-dire que là, les détresses qu'on peut rencontrer, c'est extraordinaire. Hein, des enfants qui sont complètement perdus, parce que les adultes eux-mêmes ne sont plus dans une position où ils tiennent une parole. Plus de père qui tient la route, c'est des mamans bis, ça devient... C'est justement le jeu des signifiants fait que nous sommes liés aux signifiants. Donc on peut pas faire ce qu'on veut avec les signifiants. C'est de la structure. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Quand on y croit, on est du côté de l'autre avec un grand A, c'est-à-dire on croit que effectivement, je crois à la parole. Voilà. Sinon je ne serais pas psychanalyste. Mais ça ne veut pas dire que je vais croire ce que me dit mon analysant. Je ne vais pas croire le contenu de ce qu'il dit, mais je vais croire que sa parole va pouvoir se déployer de telle manière que s'il s'achemine assez loin dans sa parole, il va se retrouver en accord et en concordance avec son propre destin. Et il va vers sa propre émancipation à ce moment-là, parce que je crois en la parole. Ce à quoi il croit, dit Lacan avec beaucoup de malice,
c'est qu'il croit qu'il est lui-même. Chacun croit qu'il est un moi. C'est là la certitude. Tandis que l'engagement, c'est un engagement symbolique, c'est contractuel. Tu t'engages avec un autre et tu t'engages à tenir ta parole. C'est pour ça que Lacan traduit fides par parole et parole tenue. La foi, c'est la parole tenue. Là, nous sommes dans le contrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi, c'est pas moi. C'est je tiens mon engagement, je tiens ma parole jusqu'au bout. Voilà. Et forcément, je vais douter parce que est-ce que je suis à la hauteur de ça? Mais je m'engage d'abord et le doute vient après. Tandis que la croyance et la certitude, c'est de croire en moi et croire que je suis moi. Ça, c'est une grave erreur. Puisqu'il y a l'autre, que le besoin est toujours médié par l'autre, ne peut jamais être soi-même. Toute l'idéologie, là, sois toi-même, etc., c'est la dernière absurdité. Tu peux être toi-même, que je dis à mes analysants, vous pourrez être vous-même qu'au moment où vous serez mort. Parce que là, vous correspondrez à votre cadavre, il n'y aura plus d'écart, donc vous serez vraiment moi, vous serez moi-même. Avant, c'est impossible, puisque j'ai toujours affaire avec l'autre. L'autre m'a déjà colonisé. Le fait que dans ce premier échange avec la mère, le symbole aura toujours été là. Il y a toujours un au-delà et il y a déjà de la parole qui circule, même si c'est des vagissements. En fait, le désir est forcément déjà articulable avant que je vienne. Donc, il y a de l'autre. Et cet autre-là, je ne viens jamais au bout de l'autre, ni de son savoir, ni de la vérité. Ça donne de l'humilité. J'ai remarqué qu'on dit croire à dans ce cas-là. Et même que la langue française, il y a juste le renforcement de ce que ce n'est pas croire à, mais croire y, croire là. Y croire, qu'est-ce que ça veut dire? Y croire, ça ne veut dire strictement que ceci. Ça ne peut vouloir dire sémantiquement que ceci. Croire à des êtres en tant qu'ils peuvent dire quelque chose. Je demande de me trouver une exception à cette définition. Ce sont des êtres qui ne peuvent rien dire à proprement parler, c'est-à-dire énoncer, qui se distingue comme vérité, comme mensonge, ça ne peut rien vouloir dire. Ça veut dire quoi, croire? Croire on peut pas croire directement quelque chose. On ne peut seulement que croire qu'on croit. Puisque le croire en tant que signifiant possède sa propre réflexivité. Et la croyance, elle est toujours croyance dans la croyance de l'autre. Je peux croire que parce qu'il y a un autre qui croit. Donc toutes les catégories, etc., qui sont mises en place par l'université depuis 50 ans, c'est à foutre à la poubelle, quoi. Il n'y a rien qui tient, d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. Il n'y a rien qui tient. C'est-à-dire que partout, la logique est en pure faillite, parce qu'il n'y a plus cette notion de réel, qui est liée au nom du Père, c'est-à-dire la dédifférenciation sexuelle. La fonction paternelle, donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une instance qui, Lacan le dit, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'éthique, Lacan rappelle que Freud devient chrétien. Devenir chrétien, ça ne veut pas dire aller à l'église et s'agenouiller devant un curé. Hein. Ça veut dire que au meurtre du père correspond le meurtre du fils, et il y a quelque chose dans le symbole qui joue et qui fait que il y a dans l'incarnation christique et la théologie qui va s'en suivre des points de correspondance très intéressants justement avec la psychanalyse, parce que on peut considérer, en tout cas c'est mon cas, que Freud vient répéter le geste christique qui consiste non pas à venir sauver les hommes, c'est impossible de sauver les hommes, ils sont trop crétins, mais à venir sauver Dieu. Lui, peut-être, il peut sauver les hommes, mais en tout cas, on ne peut pas sauver les hommes directement.
Et donc, il vient sauver Freud très intelligemment, donc la place vide de Dieu. Ce qui m'a intéressé, c'est justement de montrer les rapports qu'il y a entre la théologie et la psychanalyse. Mais attention, la psychanalyse est beaucoup plus dure que la théologie, parce qu'il n'y a pas de Père Noël, et puis il n'y a pas de papa qui est là pour vous pardonner. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver seul avec votre parole. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle, c'est une évangile. Donc, ce travail-là réclame la plus grande rigueur. Il faut s'y engager. C'est quelque chose de l'ordre d'une parole. Donc, la parole, c'est ce qui engage. Et c'est là où on fait la différence, justement, dans le croire, entre le croire à et le croire en. Quand on croit à quelque chose, c'est pas la même chose que quand on croit en quelque chose. Quand on croit en, ça veut dire qu'on est déjà nous-mêmes dedans cette croyance. C'est pour ça qu'il s'agit d'essayer de ne pas comprendre dans la psychanalyse. Parce que la vérité, c'est que nous sommes déjà compris dans l'ordre symbolique. Donc on ne peut pas comprendre l'ordre symbolique, puisque nous sommes compris dedans. On ne peut que, avec une oreille un peu musicale, essayer de trouver, disons, une harmonie, une résonance sur le plan du signifiant, parce que tout ça, c'est une histoire du signifiant. Et donc, de l'Unglauben, que décrit Freud, il explique ça, le phénomène de la paranoïa, donc ne pas pouvoir y croire en cet autre-là. Cet autre-là n'est rien d'autre que la parole elle-même. C'est que la parole requiert, par exemple, pour le Dieu juif, pour Jéhovah, Jéhovah permet aux Juifs de croire à d'autres dieux, mais pas de leur faire confiance. Ils ne peuvent faire confiance qu'en Jéhovah, parce que c'est la notion de contrat, d'engagement symbolique, c'est-à-dire c'est la lettre elle-même. Tout le travail psychanalytique se passe sur le plan du signifiant et avec ce qui résiste au signifiant, qui est la lettre elle-même, qui est réelle. La lettre, c'est le littoral entre le réel et le signifiant. Donc, les Juifs, s'ils ont eu une position aussi forte pendant si longtemps, qu'ils ont réussi à survivre à tous les pogroms et toutes les volontés d'extermination, c'est qu'ils avaient une position hyper intelligente, c'est qu'ils savaient lire, parce qu'ils ont appris à lire. Et quand on apprend à lire, c'est le travail de l'analyse d'apprendre à lire. Parce que vous entendez les propos d'un analysant, vous les lisez. C'est lire vraiment la position subjective qui se donne à travers les propos. Apprendre à lire, c'est comparer ce qui est dit d'un texte, non pas avec ce que je crois, ce que j'imagine être mon expérience, etc., mais avec le texte lui-même. C'est comparer le texte avec le texte. Donc c'est de là, justement, que la théologie va aussi tirer ses enseignements et va développer un système de logique. Donc nous avons cette notion de croyance-là qui est qui est scindée elle-même entre la crédulité et la foi. Ce qui accompagne la croyance, c'est la certitude. Ils sont sûrs de leur connerie de vaccin, de leur diagnostic, de leur merde, etc. La foi, c'est pas une croyance. La foi, c'est un engagement symbolique. C'est-à-dire, on s'engage dans quelque chose. Le sujet s'engage. Et forcément, dès qu'il s'engage, le doute va naître. Donc, le doute est le compagnon fidèle de la foi, alors que la croyance s'accompagne de la certitude. Donc il y a déjà un clivage au sein de la croyance elle-même entre ce qui est reconnaissable et nommable et ce qui ne l'est pas. Et après, donc, pour avancer encore dans cette, disons, dimension-là, il faut aller explorer ce qu'il en est réellement de l'Oedipe, ce qui se joue réellement dans l'Oedipe. Et ça, c'est une démarche très passionnante, hein, parce que, évidemment, sans Oedipe, c'est rien d'autre, l'Oedipe, que l'instauration par le sujet de la possibilité d'une fonction paternelle. C'est pour ça que c'est à partir de là que le sujet va pouvoir, ou non, choisir son objet dans l'autre sexe. Et le grand drame, à la fois des psychanalystes, mais de toute l'époque, c'est tout simplement, est-ce que nous acceptons qu'il y ait 50% des habitants de la planète qui soient privés du phallus?
c'est pas si évident que ça. Les garçons, comme les filles, ne veulent pas que leur maman soit privée de famille. Ils ne l'acceptent pas. Ça va très très loin parce que ça passe par 3 stades, et notamment, disons, ce que Lacan appelle l'Oedipe inversé, c'est-à-dire la réconciliation avec l'instance paternelle. Mais ça n'a rien à voir avec votre papa. Hein. C'est une métaphore, c'est-à-dire que c'est l'idée même de la métaphore qui passe, ça Lacan est formel là-dessus, par la métonymie. Une métonymie, c'est un déplacement dans la chaîne signifiante qui ressemble au déplacement qu'opèrent les signifiants entre eux. Par exemple, un P s'interdéfinit avec un B qui s'interdéfinit avec un V, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un effet de différence qui va permettre de passer d'un signifiant à l'autre signifiant. Il n'y a pas de signification, ce n'est qu'une différence dans la chaîne signifiante. Et dans la chaîne signifiante telle qu'elle se constitue pour l'enfant, avec les signifiants eux-mêmes qui vont apparaître, tous les problèmes et tout ce qu'il va rencontrer dans la structure sont liés à ce jeu de signifiants. Les entendre dans la cure, les faire revenir dans la cure, et puis surtout, comme dit Lacan, une cure devrait se passer quasiment que sur le mode du trait d'esprit. Et il raconte donc cette séance analytique où son analysant lui dit, un analysant qui est un peu timoré, qui est un peu inhibé, qui n'est pas vraiment quelqu'un de... C'est pas Tom Cruise dans un film, quoi. Et donc, il a rendez-vous avec une fille et quand il arrive en séance, il dit « Elle m'a opposé une femme de non-recevoir ». Il ne sait même pas qu'il fait un mot d'esprit. Mais faisant ce mot d'esprit-là, femme de non-recevoir, fin de non-recevoir, il montre par là même que dans son inscription symbolique, il est déjà responsable de ce qui arrive. Ça veut dire qu'il appelle à lui ce qui va lui arriver. Il est déjà pris dans ce discours-là qui fait qu'il peut justement essayer de sortir de son impasse sur le plan existentiel parce qu'il va assumer la responsabilité de sa parole versus la culpabilité qui pèse sur tout le monde. Dire les choses, la raison répète le symptôme. Et le fait qu'aujourd'hui, je vais présenter devant vous avec ce qu'on appelle un symptôme physique n'empêche pas qu'à juste titre, vous pouvez vous demander si ça n'est pas intentionnel. Si par exemple, je n'ai pas abondé dans une telle connerie de comportement que mon symptôme tout physique qu'il soit quand même quelque chose soit par moi voulu. Il n'y a aucune raison de s'arrêter dans cette extension du symptôme, puisque c'est quelque chose de suspect, qu'on le veuille ou non. Pourquoi ce symptôme ne serait-il pas intentionnel? Et donc, malgré nos manques, il s'agit de repérer dans la cure le jeu des signifiants, car on ne sort des symptômes que par l'équivoque signifiante. Et la cure, c'est quelque chose de très amusant. Si ce n'était pas de la psychanalyse amusante, ce n'était pas de la psychanalyse, dit Lacan. Parce que bien sûr, ce sont des jeux sur les signifiants. Ça n'empêche pas la tragédie du réel qui se joue derrière. Mais il s'agit d'amener et de ramener toujours ça au niveau du signifiant lui-même, et pas de la signification. C'est pour ça qu'il remercie Freud d'avoir écrit ce mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, parce que à partir de là, justement, il dit mais qu'est-ce qui se passe dans un trait d'esprit? Et donc il faut qu'il y ait ce travail de la chaîne signifiante où on passe d'une signification à un peu de sens pour arriver vers un pas de sens. Pas de sens, ça s'entend de deux manières, c'est-à-dire il n'y a pas de sens et c'est un pas vers le sens. Donc c'est un autre sens. Et c'est là le passage à la métaphore. Donc la métaphore et la métonymie sont les deux manières
dont le rêve s'interprète. Je vous rappelle, ça s'appelle donc métaphore condensation et métonymie déplacement, en plus de l'inversion, c'est-à-dire la transposition d'un état dans un autre. C'est la manière dont Freud décortique les rêves et écrit sa Traumdeutung. Donc nous sommes là vraiment dans la substance même de la psychanalyse. C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est non seulement une clinique du discours, mais c'est un discours lui-même qui ramène à chaque fois au signifiant. Et donc, c'est pour ça que l'interprétation n'est jamais une interprétation sur le sens, mais sur l'équivoque, parce qu'il s'agit de laisser le sens flottant. S'il chute dans une signification, vous bouchez un trou. Donc, ça ne marche pas. Donc, tout le travail là repose sur cette croyance fondamentale dans la parole, a priori. C'est-à-dire, comme quand un analyste écoute un analysant. Il n'écoute pas ce que dit l'analysant. Sinon, on est dans l'histoire des cervelles fraîches. Il va vérifier dans les livres si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas ça, l'écoute analytique. C'est une écoute sur le signifiant. C'est-à-dire qu'il va écouter comment il dit ça pour repérer la place du sujet dans le discours. Et à partir de là, grâce aux possibilités offertes par l'équivoque, notamment par le mot d'esprit, alors, évidemment, là, il y a une petite écart à faire. Hein. Lacan dit qu'il ne s'agit pas d'être un poète comme Heinrich Heine ou Soulier. Les mots d'esprit, les enfants en font tout le temps. C'est ce qui fait que la plupart des psychanalystes ne le sont pas. C'est que c'est la dernière étape de la cure, c'est la position féminine. Prendre une position féminine pour les deux sexes, c'est accepter d'être signifié par le signifiant. C'est une position d'assujettissement, mais qui, par la psychanalyse, transforme l'assujettissement en subjectivation. J'accepte de le finir la phrase qui a été commencée à être écrite avant moi. C'est ma responsabilité. Donc, on passe de assujet à accent sujet et subjectivation, ma responsabilité de m'acheminer vers ma propre parole. Ce qui donne le réel, justement, l'accès au réel. Sinon, c'est du blabla. Le discours universitaire, c'est du blabla. Il n'y a pas de réel. On peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Hein. Le vaccin est sûr à 95% et efficace. C'est n'importe quoi. C'est du blabla. Ça ne marche pas. Tous les faits invalides, tout ça, etc., il continue à dire n'importe quoi. Il a beau faire moins 50, on dit c'est le changement climatique, tout le monde dit le réchauffement climatique. Quand tu es à moins 50, tu as quand même un peu mal aux fesses de dire le réchauffement climatique. Mais la puissance de la croyance, là, dans l'idéologie, ça, c'est la puissance de la parole, parce que le langage fait sa loi au désir, et tant que le désir n'est pas questionné du point de vue du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une reconnaissance de l'assujettissement, c'est un déni de la position d'esclave, d'esclave en permanence. C'est un monde d'esclaves. Nous vivons dans un monde d'esclaves dominé par des esclaves. Il n'y a plus de maître. Un maître était capable de mourir. Auparavant, le chevalier, il allait lui-même au combat, quoi, hein. Le roi aussi, c'était des rois guerriers. Là, ils sont devant des ordinateurs, ils donnent des ordres à tout le monde. C'est des esclaves. Nous vivons dans un monde d'esclaves, et donc la seule possibilité de retrouver un peu de réel, c'est effectivement de réinscrire tout ce qui a été fait avec la plus grande rigueur sur le plan du sujet, hein, dans les considérations qui concernent les objets. Ça concerne des objets, les virus, les ordinateurs, les trucs, c'est des objets, il n'y a pas le sujet là-dedans. Hein. Il s'agit de réintégrer ce qui a été découvert par Freud et développé jusqu'à son extrême limite par Lacan, en ce qui concerne la rigueur du sujet qui parle des objets. Donc là, on intègre le sujet avec les objets. Là, il y a du réel. Avant, il n'y a pas de réel. C'est de l'imaginaire. D'ailleurs, ça s'appelle des simulations, des projections imaginaires. Ils font des projections, ils vont dire « Ah, il y a une nouvelle pandémie qui arrive. » Mais c'est de la connerie en branche, ça. C'est-à-dire que c'est juste de l'imaginaire.
Mais si vous vous faites l'adresse de ça, vous devenez pris dans le discours. Vous ne le savez pas. Vous croyez que vous avez une marge de manœuvre, vous n'en avez pas. Par des gens qui sont complètement dirigés par les mots, parce que c'est exactement... L'adresse est très importante. D'où ça parle et à qui ça parle. Si, par exemple, vous traversez la rue et que vous vous faites insulter, vous savez bien que ce n'est pas vous qu'on insulte, puisque n'importe qui aurait traversé la rue à votre place aurait subi les mêmes insultes. Mais si vous vous faites l'adresse, vous rentrez dans le discours de l'autre. Donc, c'est un piège, c'est un ensorcellement, le langage. Et ce que permet la psychanalyse, justement, par la rigueur d'approche, sa position de sujet, et le fait que le lieu où résident les croyances n'est pas le lieu où il parle, parce que très souvent, sa parole, elle est compensatoire. Il parle de la montagne pour ne pas la gravir. Hein. La plupart des gens, dès qu'il faut y aller, s'il faut aller au combat, il n'y a plus grand monde. Pour en parler, il y en a beaucoup. Ils vont citer Sun Tzu, etc. Dès qu'il s'agit de se mettre en selle et d'y aller, il n'y a plus personne. Donc, la pensée, elle est, comme dit Lacan, essentiellement censure. C'est une censure, la pensée. Donc, la sortie du discours universitaire que propose Lacan à partir de 68 avec son séminaire L'envers de la psychanalyse, c'est justement de ne plus mourir de honte, de ne plus être dans la honte de souscrire à un discours perverti qui est le discours universitaire. Vous voyez que c'est une parole très difficile à tenir. Elle l'a toujours été. Mais par les temps qui courent aujourd'hui, c'est carrément, c'est devenu impossible, puisqu'aujourd'hui, on vit dans le blabla insignifiant en permanence. Le monde se rue dans la culpabilité parce que c'est une jouissance, la culpabilité. Il s'agit de s'extraire de la culpabilité. Et évidemment, la voix qui est donnée par la société, c'est « mais non, vous n'êtes pas coupable, vous êtes des victimes ». Mais c'est vraiment le blocage, c'est l'impasse totale. Seule la responsabilité, qui n'est pas totale, puisque je suis responsable de ma part, je suis responsable de la manière dont je finis la phrase qui a déjà été écrite avant moi. C'est ça l'inscription dans le symbolique, et c'est ça la castration. Et c'est à ça que le psychanalyste croit. Sinon, il ne pourrait pas entendre et il ne pourrait pas aimer, parce que la psychanalyse, c'est un acte. C'est aimer l'autre. Et l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'indissociabilité du petit autre avec le grand autre qui fait que c'est un amour qui n'a pas besoin de retour. Hein. C'est pas Eros, c'est même pas de la philia, on n'est pas copains. C'est aimer l'autre en tant qu'il reste dans son altérité radicale et qui retrouve les possibilités d'assumer cette radicale castration qui a eu lieu en lui, qui ne peut accéder à rien hormis son travail sur la parole dans le langage.